Je suis tombée récemment sur un message qui m'a interpellée. Un message simple, posé pour avoir des avis. Et il annonçait en fait ça, que de plus en plus de femmes de plus de 30 ans sont célibataires et que beaucoup de ces femmes souhaitent devenir mères. Et dans ce contexte, certaines commencent même à envisager des solutions alternatives, comme la polygamie. Oui, vous avez bien entendu. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'elles ne le font pas par choix idéologique ou par rapport à une religion, mais plutôt parce qu'elles disent désirer de la stabilité, un foyer, et espèrent trouver une paix d'esprit en entrant dans un foyer déjà construit. Alors la question posée était la suivante. La polygamie est-elle une option envisageable pour certaines femmes? Ou est-ce que c'est une solution qu'il faudrait exclure totalement? Ce que je trouve intéressant, ce n'est pas tant la réponse, c'est ce que cette question dit de notre époque. Parce que si autant de femmes en arrivent à se poser cette question, ce n'est peut-être pas parce que ces modèles sont enviés, mais parce qu'il y a quelque chose ailleurs qui a été fragilisé. Dans cet épisode, je ne vais pas parler de religion, je ne vais pas parler de culture, et je ne vais certainement pas juger les femmes qui font ce choix-là. Je veux simplement prendre le temps de réfléchir avec vous, de réfléchir à ce qu'on propose aujourd'hui aux femmes célibataires, à ce qu'on appelle la paix, à ce que cela implique pour elles, et surtout à ce que cela transmet aux enfants. Parce qu'à la fin, la vraie question n'est peut-être pas est-ce que la polygamie peut fonctionner, mais plutôt à quel moment a-t-on commencé à penser que c'était une solution au célibat. Bienvenue, prenez place, vous êtes sur Place des Mères. Certaines projections démographiques interpellent. D'ici 2030, près de la moitié des femmes âgées de 25 à 44 ans pourraient être célibataires et sans enfants. Mais au-delà des chiffres, c'est une réalité que l'on commence déjà à voir et à entendre. Autour de nous, il y a des femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont célibataires, qui travaillent, qui sont autonomes, qui ont construit leur vie, mais qui éprouvent ce fameux désir de devenir maman. Sauf qu'en face, le paysage relationnel a changé. Les relations sont plus instables, les engagements plus tardifs et la confiance plus fragile. Et donc, à force de déception, de rupture ou de relations floues, certaines femmes arrivent à un moment charnière. À un moment où le temps compte, où l'envie de construire un foyer devient prioritaire. Et c'est dans ce contexte précis que des solutions dites alternatives commencent à être envisagées. Ici, le choix de la polygamie ne correspond pas à un idéal, mais il est vu comme une réponse possible à une impasse. Et c'est important de le dire clairement, cette question n'est ni absurde, ni ridicule. Elle naît d'un réel vécu, d'une fatigue relationnelle et d'un désir profond de stabilité. Quand certaines femmes évoquent la polygamie ou le fait de devenir la deuxième ou la troisième épouse, elles avancent des arguments bien précis. D'abord, il y a l'idée que le foyer est déjà construit. L'homme est déjà installé, il est déjà père et il connaît la vie de famille. D'autres diront aussi que ce sont des foyers où il y a de l'argent, parce que selon elles, seul un homme qui en a les moyens peut assumer plusieurs épouses. Un autre argument avancé est celui de la notion de cadre. En fait, elles rentrent dans un couple, dans une relation avec un cadre clair, sans mensonge. Certaines disent « au moins je sais où il est, je sais ce qu'il fait, je ne vis pas dans le doute permanent à savoir s'il a une maîtresse ». Et c'est là qu'apparaît un mot très fort et très souvent utilisé, la paix. La paix émotionnelle, la paix mentale, le fait de ne plus avoir à surveiller, de ne plus soupçonner, de ne plus être dans la peur de la trahison. Je préfère que mon mari marie la deuxième femme pour que je sois en paix. Je suis fatiguée qu'il se cache, aller toujours dehors et chaque fois ça crée des histoires, des problèmes dans le foyer. Alors que si je sais que quand il est parti, il est chez elle, ça me fait mal, mais au moins je vais avaler la pilule. On est deux, on va le suivre pour éviter les syphilis, les petites maladies de gauche à droite. Nous deux ensemble, on va le cadener pour ne plus qu'il aille voir dehors. La distinction est alors faite avec l'homme qui va voir ailleurs, qui multiplie les maîtresses, les doubles vies, les mensonges, par rapport à une relation polygame qui est présentée comme cadrée et assumée. La coépouse a une place reconnue dans le foyer. Elle est mariée, elle participe à la vie du couple, à la vie familiale. Dans certaines visions un peu plus édulcorées, on va même plus loin en justifiant cette pratique par l'idée de créer une communauté d'entraide entre femmes, de partage des responsabilités. This is my sister wife. Polygyny isn't just about sharing a man. It's about building strong family structures rooted in trust, sisterhood, and legacy. À première vue, ces arguments peuvent sembler cohérents. Ils répondent à un besoin réel, celui de la stabilité. Mais au fond, à quel problème tentent-ils vraiment de répondre? On présente souvent cette situation comme un manque d'hommes, comme si les hommes sérieux avaient disparu, comme s'il n'y avait plus d'alternative. Mais le problème n'est pas là. Des hommes, il y en a.
Les hommes célibataires sont nombreux également. Des hommes qui ont vécu, qui ont déjà été pères, qui souhaitent se poser, il y en a aussi. Des hommes fiables, il y en a, comme d'autres qui le sont moins. Le problème n'est donc pas l'absence d'hommes. Le problème, et je le répète, c'est l'effondrement du cadre. Un cadre où l'engagement est clair entre l'homme et la femme, où chacun prend sa responsabilité dans la relation, où le foyer ne repose pas sur des ajustements permanents. Alors en choisissant la polygamie, on ne répond pas à un manque, on contourne une difficulté. Et quand on regarde ces modèles de plus près, une question revient toujours. Qui est réellement gagnant? Structurellement, c'est l'homme qui se trouve au centre. C'est lui qui concentre les liens, c'est lui qui multiplie les descendances et c'est lui qui reste la figure pivot. Même lorsque l'on dit que c'est lourd à gérer, que cela demande des moyens, une organisation, le bénéfice reste intact. L'homme reste central. Du côté des femmes, la réalité est différente. La place est partagée, le lien est fractionné. Et surtout, la sécurité affective dépend d'un équilibre fragile. Ce n'est pas forcément vécu comme une injustice, on l'entend, mais c'est souvent vécu comme un renoncement. Renoncer à l'exclusivité, renoncer à une place pleine, renoncer à l'idée d'être le socle de cette famille. Et tout cela est souvent présenté comme un compromis nécessaire, comme un prix à payer pour la stabilité. Mais dans ces réflexions, il y a une figure que l'on évoque très peu, l'enfant. Un enfant ne se construit pas uniquement avec de la présence, il se construit aussi avec des repères. Savoir où est sa place, savoir qu'elle n'est pas interchangeable, c'est important. Et quand les liens sont fragmentés, l'enfant est forcé de s'adapter. Il intériorise les tensions, les jalousies, les préférences, les manques, les hiérarchies invisibles. Et plus tard, cela ressurgit, dans les fratries, dans les querelles liées à l'héritage, dans des alliances et dans des loyautés divisées. En revanche, quand un enfant sait que sa place est pleine, plus tard, il a envie de construire la même chose. Il y a aussi ce que les discours oublient souvent, ce que vivent les femmes à l'intérieur. L'obligation de tenir, de se taire, d'avaler. À force d'intérioriser, le corps parle et parfois il lâche. L'estomac qui disent j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au cœur, c'est faux. Elles ont une boule ici, c'est la jalousie qui est en train de les miner et elles ne peuvent pas le montrer. Parce qu'on nous enseigne à je ne sais pas comment dire, à dominer nos sentiments. On nous dit qu'il ne faut pas extérioriser et vous gardez tout au fond de vous jusqu'au jour où cette boule va vous étrangler et vous allez crever sur votre lit. Et les personnes qui vous ont dit de tout supporter vont venir jouer aux étonnés et dire « Eh Wallahi, on ne savait même pas qu'elle était malade. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourtant, elle semblait heureuse. » Elle semblait heureuse. Mais la polygamie, c'est la pire des choses qu'on puisse imposer à une femme. Quand une société demande aux femmes d'endurer en silence, elle ne cherche pas à créer une paix. Elle ne fait que déplacer la douleur. Alors la question n'est peut-être pas de savoir si certaines femmes peuvent s'adapter à ces modèles. La vraie question est de savoir pourquoi ce sont toujours à elles de s'adapter. Et surtout ce que nous sommes prêts à transmettre aux enfants qui naissent dans ces cadres-là. L'idée ici, ce n'est pas de juger, mais de réfléchir ensemble. Merci de laisser vos commentaires toujours respectueux et à très bientôt.